Chers confrères de la presse imprimée, Monsieur le Président, par de ce pont, d'établir ce pont entre la presse et votre parti. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui, du président du parti du CI du Faso-Ywaton, le déroulé de la cérémonie aux questions posées au président du CI du Faso-Ywaton et en ce mardi, je crois que Dieu, le Tout-Puissant, va nous aider mettre nos végétales à la presse. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je voudrais juste rappeler à tout cas que notre tradition également, c'est vrai. quand les gens viennent chez nous. Je suis tellement ému ce matin que le président de la Maison de la Presse souhaite la bienvenue votre mot. Merci Toukari. Je vais le faire longtemps, mais que nous constituons cette activité. C'est pourquoi Toukari, c'est avec beaucoup d'honneur de président, les responsables du parti, les confrères également qui se déplacent en masse, je voudrais les saluer. Donc je saluerai plutôt l'ami de la presse, l'ami de la presse. En même temps, le président du parti nous a prouvé son engagement à la liberté de la presse. Donc cette cérémonie, pour nous, elle est plus particulière que les précédentes. Très réguliers ici à la maison de la presse, mais qui sont déplacés d'abord parce que cette cérémonie elle est extrêmement importante pour nous. Parce que voyez-vous, c'est le parti qui se déplace pour venir nous saluer. Cette cérémonie doit avoir lieu, nous sommes là pour d'abord. Merci, Monsieur le Président de la Maison de la Presse, Madame Koné, le parti du Soleil Levant. Et ce pont ne va pas s'écrouler. Maison de la Presse, permettez-moi de vous remercier pour vos mots d'accueil et de saluer votre disponibilité et celle de vos collègues et collaborateurs pour votre accueil chaleureux et pour les mots aimables que vous venez de prononcer. Madame et Messieurs les représentants des organes de régulation de la presse, je salue ici la présidente du Conseil supérieur de la communication, les responsables de l'ACEP, de l'URTEL, du groupement patronal de la presse, mesdames et messieurs les représentants des associations des médias publics et privés, nationaux et internationaux, mesdames et messieurs les directeurs et représentants des organes médiatiques, écrits et audiovisuels, comment ne pas saluer tous ces pionniers que l'on voit dans la salle, ceux avec qui, pendant des moments extrêmement difficiles qui ont vu la naissance de la presse libre, nous avons eu à travailler, à collaborer, et aussi les héritiers et plus jeunes qui sont dans cette salle. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord d'adresser à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles, vos proches, et aux organes de presse que vous représentez, mes vœux chaleureux et cordiaux de bonne et heureuse année 2013. Je voudrais également adresser les mêmes vœux à la presse régionale et locale qui, comme vous ici à Bamako, joue dans le Mali profond un rôle irremplaçable dans l'enracinement de la démocratie, la consolidation des bases économiques de notre pays,
la diffusion et la préservation de notre culture et la cohésion sociale dans notre pays. Parce que votre participation et votre accompagnement en tant que presse libre et économiquement viable me semblent indispensables pour toute œuvre de développement économique et social que je raffirme ici. Le soutien total de notre parti, le CNID Faso Yiriwaton, aux politiques et initiatives tendant à renforcer la liberté de presse et à améliorer les conditions de vie et de travail des hommes et des femmes de presse. Et concomitamment, à condamner toutes les atteintes à la liberté de la presse. Le Mali, encore à bonne place dans le classement mondial de la liberté de la presse 2011-2012 de Reporters sans frontières, connaîtra certainement un recul en 2012 en raison des agressions dont certains journalistes ont été victimes. Le CNID Faso Yiriwaton réitère ici sa ferme condamnation de toutes les atteintes à la liberté de la presse au Mali comme ailleurs dans le monde, où nombre de vos collègues perdent la vie, caméra ou plume en main, ou croupissent encore dans des cellules pour juste avoir voulu informer. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de presse forte sans responsabilité. Vous le savez, je suis un militant impénitent de la dépénalisation des délits de presse. Mais pour autant, je ne prône l'impunité pour personne, surtout pas pour ceux qui, parce que détenteurs d'une carte de presse, jouent avec la dignité et l'honneur des autres. Ceux-ci doivent certes rendre compte, mais ils n'ont pas leur place en prison. Il suffirait, en plus de l'obligation de rectifier ou de réparer, les soumettre au pire des verdicts, celui de leurs pairs, qui doivent eux aussi jouer pleinement et loyalement leur rôle en dehors de tout esprit corporatiste. Nous pensons enfin au CNID Faso Yiriwaton que la presse doit urgemment se pencher sur certaines de ses faiblesses qui sont d'ailleurs reconnues par ses propres structures de gestion et qui touchent à des domaines aussi variés que la formation, la sécurité de l'emploi, le respect de la déontologie, les questions organisationnelles, la faiblesse des moyens, malgré l'aide publique allouée, mais aussi et surtout son indépendance. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui encore conforte une tradition désormais bien établie de rencontres entre le CNID Faso Yiriwaton et la presse. Elle nous donne l'occasion, en début d'année, au-delà des vœux réciproques, d'échanger sur les questions importantes qui ont agité la nation pendant l'année écoulée, d'aborder les questions d'actualité, mais aussi et surtout d'envisager le futur. L'année 2012 a été difficile pour le Mali et les Maliens qui ont cru à un moment qu'elle aurait été une année de fête démocratique avec les élections générales qui étaient annoncées. Celles-ci, force est de le reconnaître, ont été fortement compromises lorsqu'à raison de l'insécurité, il a été décidé d'organiser l'élection des conseillers municipaux du 25 mars 2012, non plus au niveau des circonscriptions légalement définies, c'est-à-dire les chefs-lieux de cercle, mais au niveau des chefs-lieux des régions du nord de notre pays, Gao, Tombouctou et Kidal. Cette élection des conseillers nationaux, je voudrais dire, ne concernait que quelques centaines de personnes, c'est-à-dire les seuls conseillers municipaux. La question qui se posait dès lors était de savoir comment organiser un mois plus tard, c'est-à-dire le 29 avril 2012, l'élection présidentielle qui concernait cette fois-ci des centaines de milliers de personnes dans la même zone. Vint ensuite la chute de Tessalit, verrou stratégique s'il en est, qui annonçait
de très grandes difficultés militaires. Le coup d'État militaire du 22 mars 2012 a finalement rompu l'ordre constitutionnel et plongé notre pays dans une profonde crise institutionnelle. Vous vous rappellerez, mesdames et messieurs, qu'ici même et avec vous, le 13 janvier 2012, tirant la sonnette d'alarme, nous disions, je cite, « Le Mali ne doit en aucun cas accepter d'être un sanctuaire pour trafiquants de drogue, de cigarettes, d'êtres humains ou encore d'intégristes religieux. Toutes les actions doivent être menées pour extirper ces hommes et ces fléaux de notre pays et leurs complices doivent être identifiés et châtiés afin que nous puissions demeurer une nation crédible et respectée. » Fin de citation. Quelques mois plus tard, la démocratie malienne, présentée comme exemplaire, s'est écroulée comme un château de cartes. Pourquoi? Le débat pour savoir ce qui a pu nous conduire à un tel désastre est inévitable. Il sera l'occasion pour chacun de dire ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Et surtout, chacun devrait assumer ce jour sa part de responsabilité. Nous avons déjà dit que nous souhaitons vivement un tel débat, convaincus que nous en sortirons indemnes. Mais aujourd'hui, comme nous l'avons déjà dit, la maison paternelle continue à brûler. Et la question n'est pas de savoir qui a mis le feu, mais comment éteindre l'incendie. Éteindre l'incendie, disons-nous, c'est faire de la souffrance de nos mères, de nos épouses et de nos filles, de nos pères, frères et fils, de l'impératif de la réunification, de la préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, la priorité devant laquelle toutes les autres préoccupations doivent s'effacer. Par-delà les mots, nous devons par nos actes prouver que nous pouvons, pour un temps, oublier nos agendas particuliers et nos ambitions personnelles pour penser Mali, pour agir Mali. Tel a été notre credo et notre démarche depuis le 22 mars 2012. C'est ainsi que dans une déclaration publiée le 24 mars 2012, le CENI Faso Iriwaton, après avoir condamné le coup d'État, faisait part de son souci de voir préserver l'intégrité physique du président déchu, de sa famille, de ses collaborateurs et de la libération des personnes arrêtées. Nous précisions dans le même temps que le CENI Faso Iriwaton, je cite, prenant cependant acte de la situation et estimant que le Mali est au-dessus de tout, souhaite aller au-delà des simples incantations en s'investissant pour éviter un bain de sang à notre pays et à notre peuple et à notre pays. Aussi, le CENI Faso Iriwaton en appelle à une vaste concertation nationale impliquant les forces armées de sécurité, la classe politique et les forces vives de la nation. C'était au lendemain du coup d'État. La ligne à suivre pour nous était ainsi tracée, malgré des critiques aujourd'hui oubliées, heureusement, dont nous avions été l'objet à l'époque. Pour nous, le choix qui était à faire, au demeurant simple, était le suivant: ne pas pratiquer la politique de l'autruche en refusant de regarder la réalité en face. Faire preuve de pragmatisme et de responsabilité en gérant une situation particulièrement difficile et délicate. Les principaux défis à relever avaient alors pour nom la libération du Nord, le maintien de l'intégrité territoriale du pays, de l'unité nationale, de la laïcité de l'État, la résolution de la crise institutionnelle avec comme phase ultime l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. Mesdames et messieurs, le Mali n'est pas comme certains pays issus de la balkanisation, un coupé-collé des territoires pour constituer un État. Le Mali est une nation, une vieille nation qui s'est construite au fil des siècles. Une partie du territoire malien est certes occupée aujourd'hui, mais que nul ne s'y méprenne. On ne peut pas détruire la nation malienne à coups de canon, nous l'avions déjà dit. Certes, en tant que nation, le Mali vit actuellement des moments extrêmement difficiles, subit des épreuves, mais les nations résistent aux épreuves et finissent par l'emporter et s'imposer.
Les entités qui l'ont réussi à diviser entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, sont peut-être des États, mais ne sont pas forcément des nations. C'est pourquoi nous pouvons constater ensemble que la commune volonté des Maliens de vivre ensemble dans le même espace géographique demeure intacte. Les proclamations fantaisistes et factices d'indépendance, les velléités sécessionnistes ne pourraient en aucun cas venir à bout de ce sentiment national du Mali un et indivisible. C'est pourquoi les populations sous occupation, qui ne reçoivent aujourd'hui quasiment rien de l'État, continuent contre vents et marées à se proclamer maliens avec fierté. Je dirais à réclamer, à revendiquer leur malianité. Ignorant cette évidence, des compatriotes minoritaires même au sein de leur propre communauté, dans leur famille même, ont pris les armes pour proclamer une prétendue république de l'Azawad. Aujourd'hui, en désespoir de cause, ils revendiquent un droit à l'autodétermination qui n'est pour eux qu'une façon de reculer pour mieux sauter. On dit chez nous, ni Saradiga à Kotromabo, Kelemaba, à Madame Neyer. Pour nous au Sénid, la revendication de l'indépendance immédiate ou la revendication du droit à l'autodétermination pour aboutir à l'indépendance procède de la même démarche inacceptable. Nous disons non à la partition, même différée de notre pays. Mesdames et messieurs, vous le savez, le Mali est un pays islamisé depuis des siècles. À Tombouctou, aujourd'hui violenté, reposent des centaines de saints. Comment comprendre, comment expliquer que des groupes prétendant appliquer la charia à une zone déjà islamisée depuis des siècles, au mépris des prescriptions du Saint-Coran en cette matière? Avec ces groupes, nous avons malheureusement assisté à des actes graves d'intolérance consistant à profaner des tombes de saints musulmans, à incendier des lieux de culte chrétien, à lapider, à mutiler, à voler, à violer, à exproprier, et le tout en violation flagrante des prescriptions du Saint-Coran. Au vu des pratiques des groupes extrémistes, certains ont vite conclu à un avatar de l'islam politique dont les germes auraient été inoculés au moment du débat sur le code des personnes et de la famille. Ces personnes devraient savoir que l'endiguement des thèses des fondamentalistes armés est essentiellement dû au refus de nos leaders religieux, de nos oulémas et du Haut Conseil islamique de cautionner leur vision. Que se serait-il passé si ces groupes avaient trouvé au Mali des oulémas frustrés prêtant une oreille attentive aux thèses développées par ces extrémistes? Les Maliens, dans leur diversité culturelle, ethnique et religieuse, vivent en bonne harmonie. Nous devons, individuellement et collectivement, nous impliquer pour renforcer ces acquis extrêmement importants. Mesdames et messieurs, notre parti, seul ou dans le cadre de la Convergence pour sauver le Mali, à laquelle nous appartenons, a défendu des positions claires pour le règlement de la crise institutionnelle. Nous avons prôné et continuons de prôner une union sacrée autour de la gouvernance, c'est-à-dire du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement, de l'Assemblée nationale, des forces armées et de sécurité et des autres institutions de la République. Le temps, nous l'avons dit, ne se prête à aucun maximalisme, ni exclusion pour régler des comptes, ni accaparement pour sauvegarder et récupérer des prébendes d'État. Par ailleurs, tous les mandats étant expirés, on ne saurait non plus parler de majorité, d'opposition ou de supposée représentativité jusqu'aux prochaines élections. Les concertations nationales que nous avons prônées dès le lendemain du 22 mars 2012 et qui sont aujourd'hui acceptées par tous restent encore d'actualité. Mais elles doivent être inclusives, consensuelles et constructives. Elles doivent en particulier permettre l'insertion harmonieuse des propositions faites par le président de la République dans l'architecture institutionnelle déjà prévue
par la Constitution du Mali. Mesdames et messieurs, la gestion de la transition pose la problématique des voies et moyens à emprunter et des moyens à mettre en œuvre pour la libération des zones occupées. Faut-il négocier ou faire la guerre? Qui doit négocier et avec qui négocier? Ce débat nous rappelle celui de l'œuf et de la poule. Bien sûr qu'il faut négocier, mais qui croira que des gens qui ont pris des armes contre leur propre pays vont renoncer à leur objectif si cela leur est gentiment demandé? Aucune négociation n'aboutira sans une force de persuasion qui ne peut être qu'une menace militaire crédible. Merci. Ces opérations militaires, qui incluront des troupes des pays frères ou amis, devront respecter le principe de la centralité des forces armées de sécurité du Mali et devront être placées, cela me semble déjà entendu, sous commandement malien. Qui peut négocier si ce n'est le gouvernement du Mali, sous l'autorité du président de la République, avec le ministère de la Défense comme institution transversale? Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation sera l'interlocuteur des nationaux, même rebelles, tandis que le ministère des Affaires étrangères discutera avec des amis du Mali. Le médiateur, la CEDEAO, l'Union africaine ou l'ONU et la Commission nationale et négociation pour nous ne devraient être que le bras armé de cette structuration. Enfin, avec qui négocier? L'important pour nous est de comprendre que les groupes armés sont d'accord entre eux et sur l'essentiel, partagent les mêmes intérêts et procèdent généralement à des partages de rôles. Les quelques affrontements ou contradictions n'opposent pas forcément les Maliens aux étrangers. Il appartiendra aux négociateurs et aux décideurs d'intégrer cette donnée fondamentale pour ne pas commettre de regrettables erreurs. Mesdames et messieurs, la transition, c'est aussi la gestion des préoccupations quotidiennes des Maliens, au premier rang desquelles les questions humanitaires. Des centaines de milliers de Maliens sont aujourd'hui déplacés dans leur propre pays ou réfugiés dans d'autres pays. Alléger leurs souffrances par une fraternité et une solidarité agissante est aujourd'hui le plus élémentaire des devoirs. La question de l'école reste préoccupante avec néanmoins une lueur d'espoir. Ce sont aujourd'hui les élèves étudiants qui demandent à leurs maîtres de reprendre les cours. Nous restons convaincus au Sénat de Faso Iriwaton que malgré la pertinence de leur doléance, les enseignants ne resteront pas insensibles à cet appel de détresse. La crise a davantage précarisé l'emploi en général et celui des jeunes en particulier, avec les fermetures d'entreprises, la baisse de leurs activités, la rareté du crédit et la méfiance des fournisseurs et investisseurs. Cette crise, qui malheureusement sévit dans tous les secteurs d'activité, a aussi impacté toutes les forces sociales et politiques de notre pays. Pour ce qui nous concerne au Sénat de Faso Iriwaton, nous organiserons très prochainement un brainstorming pour essayer de nous mettre en condition pour affronter avec le maximum de chances les prochaines échéances électorales. Il me reste pour conclure, mesdames et messieurs, à souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2013. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, nous permettre de nous retrouver, de nous rencontrer encore l'année prochaine dans un meilleur contexte pour notre pays et pour chacun d'entre nous. Merci pour votre aimable attention. Les réponses du président et 5 journalistes pour poser les questions. Présent. Déclinez vos identités et vos organes. Prématuré. Oui, organes. Après le sexe, qui va intervenir? Donc nous passons la parole à M. Prématuré. Prématuré pour votre question. Ma question, c'est une sélection. C'est par rapport à l'organisation de concertation nationale. La feuille de route qui a été élaborée par la commission technique de concertation nationale. Les ministres n'ont pas réagi. Donc il les a renvoyés encore à leurs bases respectives. Vraiment organiser les petites concertations. Qu'est-ce que vous pensez aussi de la feuille de route?
Merci, Bréva Touré. Lors de la présentation des vœux du parti au président du parti, le président du parti, de quelle crise s'agit-il? Je vais demander la suspension du président du parti pour s'occuper. Merci, monsieur le camarade. Samy Touré, vous avez la parole. Samy, moi j'ai vu le président. Je me permets, avec la permission du doyen, de retourner au jeu à Samy. Donc, l'Église de saluer l'hôpital avec le membre de son comité directeur et de souhaiter que c'était aussi difficile de faire un saluer merci du président au nom de la paix. Cheikh Lantakui, vous avez la parole. Merci Chokari, merci Monsieur le Président. Par le biais de l'Assemblée nationale, et que dans les jours à venir, il faudra voir quel serait le rôle des concertations si elles ne traiteraient pas de la feuille de route. Alors que c'est un avis personnel, c'est que se dessine pour moi, je ne vois pas du tout la fin. La transition n'est pas terminée d'ici là. Elle continue avec chaque année 10 milliards de budget, alors qu'on a besoin suffisamment. Est-ce que vous êtes favorable que cette Assemblée nationale continue, dont le mandat, vous l'avez dit, expiré, ou bien vous êtes d'accord collectivité et vraiment se serrer les reins pour donner les moyens à nos forces armées de ce Président, c'était le dernier intervenant. À présent, les éléments de réponse. Le président de la République par intérim veut imposer une feuille de route en dehors des concertations nationales. Est-ce que les ministres ont consulté les regroupements? Qu'est-ce que nous pensons de la feuille de route? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas réduire les concertations nationales à la feuille de route. L'équation concertation nationale égale feuille de route me semble fausse. Nous avons souhaité, je viens d'en donner la date, dès le 24 mars, que se tienne un regroupement, que les Maliens se mettent ensemble pour parler de la suite des événements. Quel que soit le nom finalement retenu, le principe des concertations nationales à un certain moment a été accepté par tous. Aussi bien les forces politiques et sociales du Mali que les amis du Mali à l'étranger. Tout le monde a dit qu'il faut que les Maliens se mettent ensemble, discutent, conviennent de ce qui est bien à faire et puissent avancer. Malheureusement, chacun l'a constaté, nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord même sur les conditions d'organisation des concertations nationales. Et pour dire les choses telles qu'elles sont, il y a deux points de vue quasi inconciliables. Il y a ceux qui disent « mettons tout sur la table, y compris l'état d'exception ». Et il y a ceux qui disent « nous n'irons jamais en salle si l'état d'exception fait partie des hypothèses ». Pour ce qui nous concerne, nous avons rapproché les deux parties pour leur dire « mais venez quand même, nous allons en salle pour discuter ». Chacun va défendre ses positions et que nous sommes convaincus que c'est la solution de sagesse qui va prévaloir. Dans un premier temps, il a été proposé d'intégrer l'hypothèse état d'exception pour dire les choses telles qu'elles sont. En ce moment, le FDR a dit dans ces conditions, nous ne venons pas. L'hypothèse d'écarter, l'option d'écarter l'hypothèse état d'exception, la COPAM a dit dans ces conditions, nous ne venons pas. Et nous étions en train de dire, pour que les concertations se tiennent,
il faut qu'elles soient inclusives, autrement elles n'ont pas de raison d'être. Cette difficulté, je n'ai pas dit impasse, cette difficulté est là. Mais en attendant, est-ce que le pays va s'arrêter? Est-ce que le Mali ne devrait pas continuer à exister et à fonctionner? À mon avis, c'est dans ce cadre qu'il a été imaginé au moins de régler 2 points sur lesquels nos partenaires, nos amis nous attendent avec beaucoup d'impatience. C'est la feuille de route et c'est l'interlocuteur pour négocier. À mon avis, c'est dans ce cadre qu'il a été proposé de soumettre la feuille de route à l'Assemblée nationale et de créer la Commission nationale aux négociations. Ce n'est pas la procédure idéale, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire si les concertations n'arrivent pas à se tenir, si nos partenaires, si nos amis nous attendent sur ces 2 points cruciaux? Et c'est là où j'arrive à mon affirmation première. Mais la feuille de route, la Commission nationale de négociation, il reste encore beaucoup d'autres choses à soumettre aux concertations nationales. Tout à l'heure, j'ai parlé des propositions institutionnelles faites par le président de la République par intérim. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, certes, existe, mais il y a beaucoup de forces politiques et sociales qui comptent et qui n'ont pas voix au chapitre. Comment les intégrer? C'est une réalité. Voilà donc des questions qui peuvent être aujourd'hui prises en charge par les concertations nationales en dehors de la feuille de route et de la Commission nationale aux négociations. Maintenant, est-ce que la transition pourrait prendre fin en avril-mai 2013? Et sinon, est-ce que l'Assemblée nationale doit continuer à exister avec 10 milliards à peu près par an, ou faut-il faire des économies avec un régime d'exception? Je pense qu'il y a là des éléments qu'il faut absolument distinguer. Est-ce qu'il faut un effort de guerre? Mais bien évidemment. Est-ce qu'il faut se serrer la ceinture? Oui. Est-ce que le passage obligé, c'est l'état d'exception? Non. Je ne pense pas. Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons gérer l'état d'exception? La signature de l'accord cadre était un aveu de grandes difficultés face à l'extérieur. Et l'extérieur ce jour, c'était la CEDEAO. Aujourd'hui, l'extérieur, ce n'est pas que la CEDEAO. Il dit, quand on prend les 10 doigts de la main à la CEDEAO, il faut ajouter aujourd'hui l'Union africaine, l'Union européenne, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la francophonie et au moins 4 grandes puissances, dont la France, dont la Russie, dont la Chine, dont les États-Unis. Cela fait au moins 10 grandes institutions ou grandes puissances auxquelles nous devrons faire face. Toujours dit, à supposer que nous puissions les vaincre, l'effort qu'on va faire pour les vaincre, mettons-les dans la libération des régions nord, c'est plus fructueux et plus important pour notre pays. Quant à l'Assemblée nationale, il dit, mon avis est toujours subjectif, étant donné que je suis député. Il dit, oh, cela dit, je dois pouvoir me départir de cela et dire la position du parti, parce que ce n'est pas ma position propre. Ce que nous nous demandons, c'est pourquoi nous militons, c'est la stabilité pendant la transition. Nous l'avons toujours dit, il faut une transition stable et la stabilité suppose une transition inclusive. Nous demandons que ceux qui ne sont pas dans les institutions soient pris en charge quelque part pour une transition stable. Mais si maintenant nous allons vers la dissolution de l'Assemblée, vers la remise en cause du président de la République, vers la remise en cause de telle ou telle institution, on crée encore les conditions d'une instabilité. Et tant que ce serait instable, le Nord ne sera pas libéré.
Donc voilà la réponse ou les positions de notre parti à la première et la troisième question qui se recoupent très largement. Le président du CENI Association aurait fait état d'une mésentente au sein du parti. Est-ce qu'il y a une crise? Non. Je l'ai dit ici, et l'autre jour je l'ai dit pendant la présentation des vœux, la crise institutionnelle au Mali n'est pas qu'institutionnelle, elle est plus profonde que ça. Elle est devenue une crise politique, elle est une crise économique, elle est aussi une crise sociétale. Et cette crise a tout impacté au Mali, dès lors que l'armée est divisée, que les religieux sont divisés. Mais qu'est-ce qui reste? Partout, il y a des problèmes. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas fermer les yeux sur les problèmes, les affronter, les solutionner. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, mais le CENI n'est pas en position géostationnaire. Hein. Le CENI a des difficultés par rapport à la gestion de la crise. Mais le CENI n'est pas en crise. Nous avons dit, nous allons gérer ces difficultés. Et réunir toutes les composantes du parti dans les semaines à venir, poser les problèmes et nous mettre en ordre de bataille pour les élections à venir. Gérer les conséquences de la crise sociale au Mali sur notre parti ne veut pas dire qu'il y a une crise dans notre parti. Donc là aussi, il faut savoir lire les choses. L'affaire Babani et la réaction à la demande de suspension du président du parti des militants. Vous savez, la polémique ne sert à rien. Elle ne sert absolument à rien. Qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire Babani? Il n'est pas là pour répondre à ce que je vais dire, donc je ne dirai rien. On veut créer des problèmes qui seront gérés au niveau des tribunaux et de ce que je peux faire. Et les signes que je détiens sont signés tout à Babani. Si oui ou non il y a eu des votes immobiliers entre nous, il est aux États-Unis depuis 6 ou 7 ans. Même s'il est dans une section de Bamako. Quelle a été la raison du parti? Quelle portée elle peut avoir? Nous avons l'engagement des mandats et tout, et aux réductions budgétaires pour faire face au binôme que nous avons aujourd'hui, comment récupérer notre intégrité territoriale et comment organiser des élections dans un pays laïque, républicain et tout. Ben, j'ai été surpris de savoir 10 milliards, 200 millions qu'on donne à une pauvre presse, on dit imprimé, audiovisuel, en ligne et tout. Bon, et la liberté de presse qu'il a toujours défendu. Merci. Je pense que j'y ai fait allusion, hein. C'est une illusion de croire que dans cette affaire, si se rapproche de la ligne de front, sont ceux avec qui on a des missions qui viennent de l'extérieur. Mais encore une fois, hein, cette bonne vieille sagesse de chez nous dit... Les bénédictions des couleurs. Oui. Je voudrais savoir quel est le message que vous avez voulu passer concrètement aujourd'hui aux autorités de la transition, aux Maliens. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Écoutez, au-delà des vœux, le message principal pour moi était de continuer à susciter l'union autour de la gouvernance du Mali, l'union autour des institutions en charge de la transition et de façon très claire que tous les Maliens s'entendent, s'organisent, conjuguent leurs efforts pour aider le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement, l'Assemblée nationale, les forces armées de sécurité et les autres institutions. C'est à ce prix et à ce prix seul que nous pourrions créer les conditions de résorber la crise institutionnelle et de faire face à la libération des régions aujourd'hui sous occupation. C'est à ce prix que nous pourrons également
organiser les élections pour revenir le plus rapidement possible dans le concert des nations démocratiques. C'était cela le principal message que nous avions à transmettre. Aujourd'hui, on parle de négociation, on parle de guerre contre les terroristes. Quelle est la position du Sénégal face au Hiroaton? Ça veut dire, ça nous rappelle le problème de l'œuf et de la poule. Il faut négocier, mais il faut également créer les conditions de la négociation. Et aucune négociation ne pourrait aboutir tant que ceux qui ont pris les armes ne verront pas derrière les négociateurs une force armée solide et crédible. Ces négociations ne pourront aboutir que si nous préparons la guerre. C'est triste à dire, mais vous ne pouvez pas demander et croire que gentiment, quelqu'un qui a pris les armes contre son propre pays partira parce que quelqu'un de bien gentil vient de lui demander tout aussi gentiment. Cela ne peut pas fonctionner de cette manière. Autrement dit, on ne doit pas négocier avec eux aujourd'hui. On négocie avec une force armée crédible derrière nous, où on accepte ce qui est le minimum, c'est-à-dire l'unité nationale à préserver, l'intégrité territoriale à préserver, la laïcité à préserver. Chacun se retrouve dans l'État, dans la République, où on emploie la force. Comment est-ce que vous pouvez résumer tout ce message-là en Bamanaka aujourd'hui pour vos compatriotes? Anga sanelema folie de nous. Iye yininga anye mufo. Anya yini malidenw fɛ de. N'an b'a fɛ an baden minnu bɛ kɔrɔn fɛ degun na, u ka bɔ o degun kɔnɔ. N'an b'a fɛ Mali ka to Maliya la, an bɛɛ ka ɲina an yɛrɛ kɔ, an ka jɛ fɛ, an ka sɔn fɛn dɔw ma. Bi bi in na jamana in Ala y'a kalifa mɔgɔ dɔw de ma. Président b'o la, Premier ministre b'o la, gouvernement b'o la, assemblée b'o la. An ka fara ɲɔgɔn kan, an ni olu, an bɛɛ ka jɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ. U ka se ka taa u ka baara kɛ ka jamana bɔ bolo la. An k'u dɛmɛ ni o bɔbolola sera ka kɛ. An ka se ka na jamana kɔnɔ tuguni ka vote kɛ. An ka se ka sagi jamana na, mankan tɛ jamana min kɔnɔ, mankan tɛ jamana min ni jamana wɛrɛw cɛ. Hakili an nana ni o kumakan de ye ka o de lase an dun ɲɛna fana dɔ faamuyara o la. Pour que le Nord libéré, dɔw b'a la ko ka négocier, dɔw b'a la ko ka guerre kɛ. Aw ka position ye mun ye? Ni hakili la ka nɔgɔn maa min ye marifa ta ka fɛn ɲini ni marifa ye, ka fɛn sɔrɔ ni marifa ye, ni e nana fɔ ye ko hakɛ to i ka segin kɔ, o bɛ segin a kɔ wa? A bɛ segin a kɔ n'a ye fɛn ye de min fanga ka bon ni ale ka marifa fanga ye. O tuma an bɛ sigi ka kuma dɛ, o k'a sɔrɔ fɛn b'an kɔfɛ, an ni minnu bɛ kuma u k'a dɔn n'u ma sɔn kuma ma, o tuma wajibi bɛ na. N'o ma kɛ kuma tɛ mɔgɔ ɲɛ. Ni o kɛra la an tɛna se an ka marifaw ma ye. Merci beaucoup. An cɛ an baraji.